réjouis en fait qu'on arrive ensemble à mobiliser nos énergies pour lutter contre la solitude, parce que vous savez que ce sujet de la solitude et plus généralement du lien social, c'est un peu l'ADN d'Astrée. Cette journée de solitude, et je vous remercie d'y avoir fait référence, nous avons œuvré pour la créer depuis 2018. On est arrivé à mobiliser. Je voudrais aussi insister sur le fait que ce n'est pas une opération parisienne, mais ça se passe sur l'ensemble des territoires. Donc en ce moment même, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises avec les bénévoles d'Astrée, plus de 600 bénévoles que je souhaite remercier très chaleureusement, d'une part pour la journée des solitudes, mais surtout pour le travail qu'ils font toute l'année. Et donc on a aujourd'hui partout en France un certain nombre d'initiatives pour finalement sensibiliser et faire prendre conscience non seulement les pouvoirs publics, mais l'ensemble des citoyens, qu'on a chacun un devoir et un rôle de lutter contre cette solitude. Parce que la solitude, souvent, je dirais dans le commun des mortels, on pense toujours que la solitude, c'est les vieux. Parce qu'effectivement, disparition, puis petit à petit, ben c'est, je dirais, un cycle régulier. Et malheureusement, la solitude, dans un monde qui n'a jamais été finalement aussi global, aussi facile de contact, eh ben on est un monde où la solitude maintenant touche l'ensemble des Français et dès 15 ans. Je fais référence notamment aux réseaux sociaux et notamment aux jeunes qui peuvent avoir un très grand nombre d'amis. À mon époque, on ne parlait pas de followers, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et en fait, finalement, on n'a jamais eu autant de personnes qui se sentent seules. Voilà, donc cette journée des solitudes, elle est importante et je rejoins Axel Davezac. C'est important aussi que l'ensemble des acteurs, chacun avec ses moyens, et la Fondation de France a évidemment des moyens très importants, mais ensemble se mobilisent notamment pour faire prendre conscience au pouvoir public que la solitude, c'est un vrai sujet, un vrai fléau qui touche l'ensemble des Français, des plus jeunes aux plus âgés. On verra dans l'étude que c'est aussi un phénomène territorial et que suivant où on est, on n'a pas tout à fait exactement le même type de solitude. Et voilà, donc ça c'était important. Je voudrais aussi rappeler qu'évidemment, Astrée, depuis 36 ans, travaille à la restauration du lien social avec une méthode qui est un peu originale, mais qui est finalement quelque chose qui semblerait simple, mais qui est excessivement complexe, c'est-à-dire une capacité d'écouter sans intervenir. Parce qu'en fait, l'important, c'est que les uns et les autres puissent se reprendre en main. Et donc la solitude, elle vient souvent d'un accident, un accident de vie. Alors ça peut être un accident de voiture, la perte d'un proche, une maladie, et où finalement, petit à petit, on va s'isoler, se sentir isolé, ne plus commencer à payer ses factures, et puis parfois, dans le pire des cas, se retrouver dans la rue. Et donc, Astrée, avec plus de ses 600 bénévoles, a continué en permanence à accompagner ces personnes et leur faire reprendre petit à petit, lors d'accompagnements qui peuvent durer de quelques semaines à une année, les accompagner jusqu'à ce qu'ils se reprennent soi-même en main et puissent intervenir. Je voudrais aussi profiter sur dire, vous savez qu'on a un sujet qui tourne autour de la solitude, mais qui est le harcèlement au lycée et au collège. Et Astrée a initié depuis plusieurs années une très belle action auprès des collèges et des collégiens, avec évidemment le soutien des professeurs, pour sensibiliser les élèves à la détection de la solitude et de la souffrance. Et donc c'est un élément très très important, puisque finalement le harcèlement est souvent le résultat de jeunes qui se sentent isolés. Et évidemment, vous savez que comme le monde n'est pas un monde gentil, quand un enfant est en difficulté, parfois ses confrères, au lieu de l'aider, vont plutôt continuer à ce travail de sape sur ces enfants. Et donc pour nous, c'est aussi très très important que
le sujet de la solitude s'élargisse à un certain nombre de conséquences de ces solitudes sur lesquelles, évidemment, on a besoin de sensibiliser tout le monde. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus parce qu'en fait, les gens intéressants sont ceux qui vont parler autour de la table. Et donc, je voudrais aussi remercier, alors je n'ai pas tous les noms comme vous, Axel, mais je voudrais remercier toutes les personnes de la Fondation qui ont travaillé sur cette étude, toutes les personnes aussi d'Astrée qui ont travaillé avec la Fondation pour monter cette journée. Et puis, dire qu'on compte sur vous sur les uns et sur les autres pour non seulement continuer à lutter contre ce fléau, mais aussi accompagner les associations comme Astrée qui ont besoin d'être soutenues. Parce que vous savez que ces derniers temps, alors on parle toujours des associations les plus visibles, les Restos du Cœur, etc. Mais on demande beaucoup aux Français. Les Français se mobilisent assez facilement, mais on a aussi besoin d'un soutien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la limite que l'on a, c'est le nombre de bénévoles. On est capable de les former, on est capable de former des bénévoles d'autres associations. On l'a fait depuis de nombreuses années. Voilà, et donc je voudrais aussi remercier au passage toutes les sociétés ou fondations qui nous accompagnent. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire des heureux et des malheureux, mais voilà, je voudrais au passage vous remercier et aussi toutes les personnes qui vont intervenir sur les tables rondes, et je me réjouis de pouvoir en suivre une partie. Je ne sais pas si je pourrais rester jusqu'au bout, mais en tout cas, un grand merci pour votre mobilisation. Bonjour à toutes et tous. Alors, voilà, donc il est 11h20, je rappelle l'horaire, puisque nous avons un timing et que nous sommes suivis par des personnes en distanciel. Donc, on a un timing à respecter ce matin. Donc, c'est l'heure de notre table ronde sur la sensibilisation et l'engagement face aux solitudes invisibles. Comment les détecter, comment les prévenir, comment les expliquer, comment tenter d'y répondre aussi. Avec nous ce matin, 3 experts. Je vais vous présenter brièvement, puis je reviendrai vers vous tour à tour au cours de cette heure que nous allons passer ensemble pour parler, échanger sur ce sujet. Nous accueillons, ça sera dans l'ordre d'apparition tout à l'heure, dans cette table ronde, Gilles Lipovetsky. Donc vous êtes professeur agrégé de philosophie. Je vais vous passer la parole dans quelques instants. Johanna Couvreur de l'Institut Montaigne, où vous êtes responsable du pôle santé. Et enfin, Huguette Salomon, donc vous êtes bénévole administrative de l'association Astrée, présente dans une vingtaine de villes en France, et dont nous parlez à l'instant, Maya, puisque vous organisez cette table ronde ce matin. Pour commencer, donc, vous disais-je, je vais passer la parole à Gilles Lipovetsky. Je vais vous présenter brièvement. Vous êtes, comme je le disais, professeur agrégé de philosophie dans votre parcours extrêmement riche. Je veux ici rappeler que vous êtes l'auteur, dès 1983, d'un ouvrage de référence, L'ère du vide, qui porte un nom lourd. Essai sur l'individualisme contemporain. Vous avez très tôt tiré la sonnette d'alarme. Depuis, vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'essais de référence qui nous éclairent. Vous avez été membre du Conseil national des programmes de l'éducation nationale et du Conseil d'analyse de la société. Nous avons ce matin le plaisir de vous avoir parmi nous pour une approche macroscopique sur une situation qui demeure complexe en 2024. Je vous cède la parole et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partir en faisant un certain nombre de considérations rapides, mais susceptibles de donner un certain recul sur la question. Il est possible, il est probable que le sentiment de solitude soit une constante universelle. Mais ce n'est que dans les sociétés modernes que la solitude est devenue une question réflexive
une question thématisée, une question reconnue, légitime, au point de devenir un phénomène social majeur qui nous réunit d'ailleurs ce matin, en même temps qu'un phénomène qui ne cesse de s'amplifier. Il faut quand même bien prendre en compte le fait que dans les sociétés de tradition et de religion qui ont prévalu pendant des dizaines de millénaires, la question de la solitude n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut ne pas être vécue par les individualités, c'est assez énigmatique, mais il n'y a aucune reconnaissance du phénomène, tout simplement parce que la subjectivité, l'individualité, l'intimité n'ont pas de valeur. On ne reconnaît pas cette affaire. Donc, dans ces sociétés-là, le sentiment de se sentir seul, isolé, abandonné, incompris, non écouté, n'a pas de sens. Ce n'est que vers la Renaissance que le phénomène apparaît, ici ou là, dont c'est un phénomène littéraire d'ailleurs, comme un phénomène culturel dans la poésie, le théâtre, c'est Pétrarque, Ronsard, Shakespeare, je vous rappelle Hamlet, 1601, où la question là commence à apparaître d'individus qui ne se reconnaissent pas dans le collectif, etc. Et puis de l'âge romantique, je passerai très vite, maintenant c'est pas notre sujet bien évidemment, qui en fait un thème à la mode. Le poète seul, l'abandonné, l'amour, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bon, on y est dedans, en plein là-dedans, mais c'est un thème tout de même très romantique et culturel. Mais évidemment, c'est avec la question de l'industrialisation que la problématique de la solitude alors acquiert un tout autre statut, une dimension sociétale, notamment avec le déracinement des populations qu'engendre la modernisation des modes de vie, les paysans, si vous voulez, qui quittent leur lieu et qui se retrouvent à la ville, déconnectés du monde social, et où, avec la misère, avec les taudis, etc., même s'il y a de la sociabilité, on est bien d'accord, on va voir comment ça va s'amplifier avec le monde contemporain, on entre là dans un monde dans lequel il y a une déstructuration des liens sociaux. C'est le propre de la modernité. La modernisation du monde via l'urbanisme, via l'industrialisation, entraîne un désencadrement collectif, un déracinement des êtres, d'où surgit mécaniquement le sentiment de solitude. Pourtant, c'est encore rien comparé avec ce qui se passe à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec la reconstruction, qui a été évoquée tout à l'heure, la question de la solitude va prendre alors un tout autre relief. Ça apparaît dès les 30 Glorieuses, avec les fameux grands ensembles, où là on construit à tout va, d'ailleurs pour des raisons tout à fait fondées, mais là la question surgit, mais qu'est-ce que c'est là? Les gens habitent, mais ils ne se parlent plus, ils ne se rencontrent plus, sont faits des cités inhumaines. Et inhumaines, c'est en particulier parce que c'est des sociétés d'isolement. On est les uns à côté des autres, mais on ne connaît pas et on ne parle pas à la personne qui est sur le même palier que soi. La question de la solitude va encore amplifier avec l'essor de la société dite de consommation et qui alors très vite dénoncée comme une société de fabrication systématique
de la solitude par la privatisation des modes de vie. La voiture, le réfrigérateur, la machine à laver, la télé va peu à peu dissoudre les lieux traditionnels de la sociabilité au profit des jouissances privées. Alors, on a la machine à laver, donc il n'y a plus la réunion du lavoir, où les femmes parlaient, se rencontraient, etc. On fait le linge, on lave le linge chez soi. Tout à l'heure, ça a été très bien évoqué également. La télévision fait que les ouvriers rentrent chez eux. Ils regardent le match de foot à la télé au lieu d'aller dans le café où mon grand-père, je me rappelle, m'amenait dans les années 50 encore, à Nice. Et c'était des lieux très populaires d'ouvriers où les hommes, mais pas les femmes d'ailleurs, se retrouvaient. Tous ces cafés, ces lieux de sociabilité populaire, évidemment, se sont totalement effondrés au bénéfice de bars beaucoup plus branchés maintenant, etc., mais qui n'ont plus rien de populaire et qui n'ont plus grand-chose d'ailleurs avec ce qu'on pourrait appeler la sociabilité. La société de consommation brise toutes ces formes paysannes, par exemple, aussi, qui étaient, par exemple, les veillées, toutes ces choses-là, où le lien social existait, alors que là, nous avons un lien de consommation et qui est un lien de privatisation. On en est toujours là, à ceci près que cette dynamique est encore amplifiée maintenant avec les nouveaux instruments de communication et d'information. On a évoqué, c'est Internet, les réseaux sociaux, et qui fait que, comme ça a été très, très bien analysé, on est des sociétés fortement communicantes, mais faiblement rencontrantes. Donc, on communique à tout va, ça, il n'y a aucun problème, on n'a jamais autant communiqué. En même temps, les occasions de se rencontrer, elles, faiblissent. Donc, Internet, le numérique, au fond, brise les interactions immédiates, les interactions de proximité, au bénéfice d'échanges en quelque sorte virtuels. Le point important également, c'est que quand on parle de la solitude, il n'y a pas que ce phénomène physique en quelque sorte dont on vient de parler, mécaniquement, comme avec les réseaux sociaux ou bien avec la machine à laver ou la voiture. Il y a le fait que la société de consommation et de communication, elle va d'un côté homogénéiser les modes de vie et d'un autre côté les individualiser. Les individualiser en renforçant les goûts personnels, les référentiels individuels, ce qui entraîne un type de société dans laquelle on a de plus en plus de mal à trouver des points communs entre les individus qui ont des évolutions personnelles. Par exemple, les jeunes enfants ont des goûts relativement semblables, mais avec la multiplication des musiques, des danses, des films, etc., de plus en plus on a des goûts tout à fait de singularité. Et les gens ne se reconnaissent pas. Ils ont du mal à être en phase avec les autres. Je reviendrai sur ce point-là. Cette individualisation de l'individu lui-même, qui est caractéristique de notre monde. On aura probablement, d'ailleurs j'espère, le temps d'évoquer cette question avec le public tout à l'heure, en fin de table ronde. Exactement. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que et ça a été un fait tout à fait souvent noté, c'est que des gens qui peuvent avoir beaucoup d'interactions physiques peuvent se sentir seuls. Ils se sentent seuls parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de
culture commune. Ce n'était pas le cas dans les sociétés villageoises autrefois. On chantait, on dansait, on racontait les mêmes histoires de génération en génération. Les goûts étaient partagés. Aujourd'hui, on a une individualisation de ça. Et c'est évidemment un point extrêmement important qui peut expliquer le sentiment de malaise, de ne pas être entendu, ne pas être compris par les autres. Ce n'est pas un phénomène pathologique en tant que tel, c'est un fait mécanique de l'individualisation des modes de vie. L'autre point sur lequel il faut insister, qui est le thème d'Astrée, c'est l'évolution de ces solitudes dites invisibles, qu'on pourrait aussi appeler les nouvelles solitude. Alors là, je fais que les énumérer pour pas les... ça sera trop long sinon. Mais évidemment, aujourd'hui, on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce qui échappe, quelle est la catégorie sociale ou le phénomène qui n'engendre plus la solitude. À part peut-être les matchs de foot, qui est une communion planétaire, le reste, à peu près tous les phénomènes. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Les chômeurs, aujourd'hui dans les campagnes, dans le périurbain, les jeunes, évidemment, vous allez en reparler tout à l'heure. Autrefois, c'était plutôt les personnes âgées sur lesquelles on soulignait, et les suicides étaient de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les jeunes reconnaissent environ une 30% des jeunes se reconnaissent seuls de temps en temps, voire systématiquement. Je vais noter des statistiques importantes. En 2020, 2 jeunes sur 3 ont déjà eu des pensées suicidaires. C'est un phénomène tout à fait exceptionnel dans l'histoire des civilisations. Donc, si vous voulez, le phénomène touche ces nouvelles catégories. Elle touche les femmes. C'est pas tout à fait nouveau, mais ça a pris des nouvelles formes avec le harcèlement en particulier. Je signale ce phénomène parce que on a aujourd'hui, avec le phénomène du harcèlement et de ce qu'on appelle les suicides forcés, c'est-à-dire du harcèlement du conjoint, etc., ça conduit les femmes dans une situation d'isolement terrible qui les mène à des suicides, voire ou à des tentatives de suicide. Il y en a plus de 700 par an. Donc, et je vais très vite... Professeur, parce que justement, ce sont des sujets qu'on va être amené à aborder dans le prolongement de votre propos. Donc, je vous propose qu'on y revienne peut-être un peu plus tard. J'ai... à ce propos, d'ailleurs, les remontées de terrain, mais tout à l'heure, on aura l'occasion de l'évoquer avec Astrée, les remontées de terrain sur le sujet sont de plus en plus nombreuses de la part des bénévoles. Et autre sujet important, c'est qu'il y a 2 mois, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la création d'une commission sur le lien social, une commission qui va aborder la question de la solitude en tant que menace urgente pour la santé physique et mentale. Si vous le voulez bien, nous allons passer la parole, puis on revient sur vos sujets, professeur, avec grand plaisir dans quelques minutes. Passer la parole à Johanna Couvreur, qui est notre 2e experte ce matin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes responsable du pôle santé de l'Institut Montaigne, directrice de l'association Quartet, qui est centrée sur les soins d'équipe en santé mentale. Vous êtes très attachée au monde associatif, ça a son importance aujourd'hui en particulier. Vous avez œuvré auprès d'un bon nombre de structures caritatives, auprès desquelles vous avez développé une expertise sur les troubles psychiatriques. Vous êtes également une fervente promotrice de la lutte contre les tabous et les préjugés qui perdurent autour de ces pathologies. Autre point important, on est honoré de vous écouter ce mardi sur l'impact de la solitude sur les santé mentale et physique. Écoutez, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, je ne suis pas une spécialiste des problématiques de lien social, donc je vais vous inviter à faire un petit pas de côté du côté du secteur de la santé, qui ne recouvre pas la totalité du sujet, mais qui va concerner une fraction des personnes qui peuvent être confrontées au sujet de la solitude. Évidemment, moi j'étais un peu comme vous, en novembre 2023, l'OMS fait une communication pour annoncer la création d'une nouvelle commission pour promouvoir les liens sociaux.
et parle d'une épidémie de solitude. Et c'est la première fois, en tout cas, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le secteur de la santé, mais c'est la première fois que j'entends cette préoccupation portée par un acteur de la santé, tout à fait inédit, d'en faire un enjeu de santé publique mondiale, avec cette idée que l'isolement social constitue un risque pour la santé. Alors, quelle est la nature de ce risque exactement? Quelles sont les données de la littérature sur le sujet? Tout d'abord, le fait de présenter une situation d'isolement social est corrélé à un risque accru de faire un AVC, de faire des tentatives de suicide ou de décéder par suicide, de présenter une dépression, un trouble anxieux, voire de la démence et des maladies cardiovasculaires. Petit détour par une étude anglaise-britannique parue en 2023, l'année dernière, qui a porté sur une cohorte de 450 000 personnes, donc juste colossales, qui ont eu un suivi médian de plus de 12 ans, et qui montrait, et ils se sont intéressés notamment aux causes de décès d'une fraction de la population, c'était un peu plus de 30 000 personnes, et parmi ces 30 000 personnes, l'isolement social était associé à un risque accru de 30% de décès par maladie cardiovasculaire. Donc ce n'est pas un petit sujet. De la même manière, je continue un peu parce que les chiffres sont vraiment éloquents et frappants. L'isolement social constitue un risque de décès précoce, quasi équivalent au risque associé à l'abus d'alcool, au tabac, exactement, au tabagisme, au manque, à l'obésité ou encore à l'inactivité physique. Donc les données sont absolument saisissantes de mon point de vue. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, ce n'est pas mon propos et ce n'est pas mon expertise non plus, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu plus spécifiquement quelles sont les corrélations entre déconnexion sociale et dépression, en tout cas troubles psychiques les plus fréquents, puisque c'est quand même un peu le sujet qui me préoccupe le plus. Les données de la littérature sont extrêmement intéressantes à ce sujet, qu'elles concernent des travaux de psychologie sociale ou des travaux conduits par des psychiatres. Il y a en gros deux grandes approches. Premiers travaux qui considèrent que le soutien social est un facteur protecteur. Ça paraît assez intuitif, mais ça a été renseigné et l'isolement social constitue un facteur de risque de présenter des troubles dépressifs ou des troubles anxieux. Ce qui signifie que la promotion du lien social, là encore, le fait d'interagir avec autrui, physiquement, pas seulement de façon virtuelle, de faire l'expérience de l'altérité et de la contradiction, sont des éléments qui sont essentiels à notre, plus qu'à notre bien-être, mais à notre fonctionnement. Il y a d'autres travaux qui, eux, prennent le sujet par l'autre bout et qui regardent vraiment quels sont les mécanismes de la dépression et de l'anxiété et qui montrent que le fait de souffrir d'une dépression ou de troubles anxieux altère notre capacité à interagir avec les autres. La détresse psychologique est telle qu'elle nous isole, elle nous coupe des autres. Donc là, ces travaux de psychologie sociale ont notamment beaucoup exploré un sujet, moi, qui me paraît vraiment hyper important, qui est celui de la stigmatisation, de l'auto-stigmatisation, cette sensation que l'on a de se sentir disqualifié ou de se sentir mal, mais d'en éprouver une forme de honte et de le taire et de le garder pour soi. Les travaux qui sont conduits dans ce domaine-là encouragent vraiment à travailler sur ces enjeux de reconnexion sociale, d'une part, avec des stratégies thérapeutiques éprouvées, mais de travailler aussi sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Il y a d'autres travaux, je vous en parle rapidement, mais c'est, disons, un sujet plus annexe, des travaux de neurosciences qui ont étudié les liens entre inflammation comme quand on a une infection, et dépression et déconnexion sociale. Donc c'est tout à fait intéressant et ces travaux ont été notamment pas mal repris par des psychiatres à la faveur de la crise sanitaire. Et évidemment, vous vous doutez bien que dans ce contexte, la crise sanitaire a constitué un séisme absolument fracassant. Les données de Santé publique France sur la dégradation de la santé mentale des Français ont révélé l'ampleur du phénomène, doublement des troubles dépressifs et anxieux, essor des gestes suicidaires et des passages aux urgences, et troubles du sommeil accrus.
C'est lié évidemment aux différentes situations de confinement. Nous avons tous été astreints à un isolement social de fait pendant les situations de confinement qui ont été vécues de façon diverse. L'angoisse de la maladie, évidemment, a aussi joué sa part. Et il y a effectivement aussi des personnes qui ont pu se retrouver dans des situations d'exposition à des violences intrafamiliales qui ont aussi joué un facteur accélérateur. Dès le début, et je rebondis sur des propos qui ont été tenus, dès le début, Santé publique France a lancé toute une vague d'enquêtes pour essayer de documenter un peu l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des populations. Et 3 populations en ont payé le plus lourd tribut, les femmes, les jeunes et les populations précaires. Donc je sais que Huguette reviendra sur la problématique des jeunes. Donc le sujet est loin d'être anodin. Ce qui se pose surtout, alors là encore une fois, moi je fais un petit pas de côté, loin de moi l'idée de réduire les problématiques d'isolement ou de solitude au fait de présenter un trouble dépressif et anxieux. Je veux dire, on peut se sentir seul sans être malade, ça n'est pas du tout mon propos. Mon propos en revanche, c'est de dire que si par contre on présente une souffrance psychique avérée, il faut qu'on s'assure d'un accès aux soins. Pour apporter l'aide la plus adaptée. Et pareil, l'accès aux soins ne sera pas la solution miraculeuse. Les problématiques d'étayage social seront aussi présentes, mais il faut qu'on s'assure un accès aux soins. Et ce que nous a révélé la crise sanitaire, c'est qu'il y a vraiment eu un décalage considérable entre l'explosion des besoins de soins et la difficulté du système à absorber ces demandes. Et je m'arrêterai là avant de passer la parole à Huguette, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel moi je travaille plus particulièrement. Et à l'Institut Montaigne, on a mis en place un premier pilote qui vient d'obtenir un relais de financement par l'assurance maladie, donc on croise les doigts, mais qui vise à aider les médecins généralistes à mieux repérer et mieux prendre en charge les personnes qui présentent des souffrances psychiques. Le médecin généraliste est la première porte d'entrée pour des personnes qui présentent des troubles psychiques ou des vulnérabilités psychosociales. Et bien souvent, ils sont totalement démunis. Là, la démographie médicale est en baisse. L'explosion des maladies chroniques font que les médecins généralistes expriment une énorme difficulté. Il y a une étude de l'Adresse publiée en 2020 qui indiquait que plus de 86% d'entre eux se sentaient en difficulté pour répondre aux sollicitations de leurs patients. Autant vous dire que la psychiatrie fait partie évidemment des disciplines les plus complexes avec les interactions les moins fructueuses. Donc on a mis en place un modèle, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça s'appelle effectivement Sésame, soins d'équipe en santé mentale. On met aux côtés des médecins généralistes un infirmier ou une infirmière qui a une expérience en psychiatrie avec un psychiatre à distance. C'est plébiscité par les patients, plébiscité par les médecins, enfin par tous les professionnels de santé. Ce qu'on peut en retenir, et ce que nous disent les infirmières, et ce qu'elles vantent dans ce modèle, c'est la prise en charge globale. Les infirmières vont effectivement faire leur boulot d'infirmière, vont accompagner les médecins généralistes dans la prise en charge du trouble psychique, mais elles vont aussi prendre en compte tous les facteurs qui peuvent jouer. Donc elles vont mobiliser les ressources associatives, sociales, médico-sociales ou sanitaires autant que de besoin, parce qu'on peut présenter une souffrance psychique, mais si on est aux prises avec une difficulté pour acheter à manger, comme disait Dominique, ou trouver un logement, vous pouvez avoir un accompagnement médical formidable, il y a quand même peu de chances que votre situation s'améliore. Et puis, pour passer la parole à Huguette, il y a pareil la Santé publique France qui, en octobre dernier, a révélé que dans la traîne de cette crise sanitaire, la catégorie, la frange de la population à en payer le plus lourd tribut encore aujourd'hui, ce sont les jeunes. Les 11-17 ans, les adolescents d'une part, et les 18-24 ans, donc ce qui nous interpelle aussi. Et là, je laisse la parole à Huguette. Merci, Johanna Couvreur. Avant justement de passer la parole à Huguette Salomon, une petite question pour vous deux qui venez de... Est-ce qu'il y a une fatalité finalement à être... On est toujours plus nombreux sur cette planète. Le sujet OMS est bien planétaire, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une fatalité à être toujours plus nombreux et finalement être toujours plus seuls ? Bon, moi, je ne sais pas si le fait d'être plus nombreux s'associe forcément à un sentiment de solitude accrue, mais Gilles en parlait un petit peu. Les sociétés ont quand même ont été pas mal transformées. Les usages du numérique ont beaucoup transformé aussi nos façons d'être ou de ne pas être avec les gens. J'ai, moi, pas mal échangé aussi avec des gens dans le monde du travail et le télétravail a des mérites indéniables.
Mais il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui se sont retrouvés confrontés à une détresse psychologique colossale. On a sous-estimé les effets négatifs du télétravail. En tout cas, il y a des patrons qui se sont retrouvés donc, précisément dans la situation du confinement en se disant mais finalement j'ai des salariés dont la vie professionnelle et le fait de venir au travail constituaient un lieu de socialisation et d'échange et qui se sont retrouvés tout seuls pendant des mois. Donc je ne sais pas si c'est la question du nombre ou plutôt la question de nos façons de faire société. Voilà. Sur le télétravail, professeur Lipovetsky? Oui, il ne faudrait surtout pas mettre l'accent sur le ressenti, en effet, parfois pénible du télétravail, en particulier les gens qui ont des logements petits avec des enfants, donc ça devient très compliqué pour eux, et pour dévaloriser tout ce qu'apporte le télétravail en matière de gain de temps, d'autonomie, d'organisation. Donc, non, moi je pense, comme vous, que le grand nombre n'est pas la question. Je dirais même qu'il me semble que c'est sur les petits ensembles qu'il va falloir travailler. On ne pourra pas reconstituer des sociétés comme autrefois. Là, on n'est pas un et des millions. On est un dans un ensemble et dans lequel on ne se reconnaît pas, plus ou moins. Donc je pense que c'est la manière dont nous vivons qui pose problème, qu'on ne doit pas non plus diaboliser, parce qu'on ne reviendra pas à ces formes de sociabilité qui d'ailleurs n'étaient pas totalement positives. Hein. Il y avait des formes de surveillance extrêmes dans ces sociétés d'autrefois. Mais en revanche, nous avons à inventer des lieux. Je rebondis sur la table ronde. Nous avons à inventer ou à multiplier les lieux susceptibles de recomposer du lien social tout en s'appuyant sur l'individualisation. Parce que rien ne se fera si on tourne le dos à cette dynamique irréversible de l'individualisation des modes de vie et des comportements, etc. Je pense que l'une des solutions, c'est de développer tout ce qui rend possible l'activité des individus avec d'autres sur des projets que l'on partage. Alors justement, avant de passer la parole à Huguette Salomon, je vais vous proposer une petite vidéo qui va durer quelques minutes. Je ne sais pas si on est prêt. Et là, ce sont des jeunes qui vont nous en parler de cette individualisation, de cette solitude. Accrochez-vous, ce sont des témoignages assez forts. J'avais un de mes meilleurs amis qui était seul. Bon, on s'en est rendu compte un peu tard. Et vers la fin, il nous montrait qu'il allait mieux. Il a mis fin à ces jours là, cet été. La solitude a eu raison de lui. Notamment depuis la période Covid, on a été, pour ainsi dire, plus en cours. Et ça a créé un effet de rupture en fait avec le système scolaire. Ça a même fait décrocher un certain nombre de personnes, enfin d'élèves et d'étudiants, dont certains et certaines que je connais. Et depuis le Covid, j'ai un petit peu ce sentiment de flemme où je me suis rendu compte que j'étais très bien chez moi. J'avais un petit peu moins envie d'aller vers les gens, d'aller revoir mes amis, etc. Et de façon assez paradoxale, je trouve que je me suis sentie le plus seule quand j'étais le plus entourée. Il y a des moments dans ma vie où je vais rencontrer beaucoup de personnes, où je vais être vachement entourée, où je vais voir une personne différente chaque semaine. Et le plus souvent, en fait, quand je rentre chez moi le soir, je me dis, en fait, je suis seule. Justement, en fait, pendant le premier confinement 2020, je me suis sentie très seule. Je suis allée chez mes parents à la campagne. En principe, j'avais toutes les conditions réunies pour
justement ne pas nous sentir seuls, il faut décorréler le fait d'avoir des personnes présentes physiquement avec soi du fait d'être seul, parce que la solitude, c'est un sentiment et c'est pas forcément un état de fait. La solitude amoureuse, c'est un grand élément également chez les jeunes. On grandit avec des personnes et quand ces personnes partent de notre vie, malheureusement, ben, on a un gros vide. On perd nos repères, nos habitudes et il faut apprendre à se recréer derrière. Honnêtement, on passe des heures tout seul devant notre téléphone à scroller des vidéos TikTok, des photos Instagram. Et en fait, on ne vit pas. On vit à travers notre téléphone. Le manque d'expérience globale dans la vie d'un jeune vis-à-vis d'un plus âgé peut rendre la solitude pas forcément plus difficile ou plus compliquée, parce que hiérarchiser les mots, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et aussi un facteur qui me vient en tête aussi, qui selon moi pousse les gens à être encore plus seuls, c'est le télétravail. On n'en a pas forcément parlé. Le télétravail est très démocratisé actuellement, ce qui est bien, je ne m'en plains pas, j'adore le télétravail, mais je pense qu'à outrance, ça peut engendrer beaucoup plus de solitude. Oui. La jeunesse, c'est un âge où on se construit, on a besoin de repères, de balises sur lesquelles s'appuyer pour grandir. De temps en temps, j'ai besoin de recharger mes batteries sociales. Du coup, je m'isole volontairement. Et là, ça fait du bien. Montrer de façon excessive notre vie sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose qui cache la solitude. Et par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'influenceurs et pas mal de TikTokers notamment. Et sur ce point-là, c'est des gens qui sont vachement actifs sur les réseaux sociaux, qui sont vachement libérés sur les réseaux sociaux, qui paraissent pas du tout timides, qui n'ont pas du tout de mal à se montrer, ils font pas mal de publications par semaine. Et au final, quand on les rencontre dans la vraie vie, ils sont vachement timides, vachement renfermés sur eux. On remarque qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'amis proches. Et je pense que les réseaux sociaux, ça peut être un échappatoire en fait, pour quelqu'un qui se sent seul. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, il est important d'être bien entouré, d'aller dans de beaux endroits avec ses amis, etc. Donc quand on se retrouve isolé tout seul, sans avoir beaucoup d'entourage, je pense qu'on vit plus mal la solitude. Donc selon moi, les jeunes le ressentent plus violemment que, je dirais, les moins jeunes, entre 30 et 50 ans peut-être. Mais je dirais que chez les jeunes, c'est plus tabou. On parle moins de solitude parce que y a les réseaux sociaux. T'as des amis sur Instagram, donc tu peux pas être seul. Et je trouve que la société aujourd'hui, elle accepte un peu moins la solitude chez les jeunes que la solitude chez les personnes un peu plus âgées. Autour de la solitude, la pression sociale qui est associée à chaque catégorie d'âge. C'est-à-dire que quand on est jeune, on va avoir une pression sociale de jeunes qui va être vachement axée sur les réseaux sociaux, sur comment on se montre, avec qui on est, est-ce qu'on est accompagné ou pas, est-ce qu'on part en vacances tout seul, est-ce qu'on part en vacances avec d'autres amis. Et quand on est un peu plus vieux, ça ne va pas forcément être le même genre de solitude, mais ça va être plus une solitude personnelle et profonde que la nôtre qui va être vachement axée sur l'image. Donc je pense que c'est des solitudes qui sont différentes et qui sont plus ou moins difficiles selon les personnes aussi. La société, elle nous inclut un peu dans des cases et si tu ne rentres pas forcément dans des cases qui sont déjà prédéfinies, tu peux te sentir seul. Par exemple, quand tu es homosexuel et que dans ton entourage, tu n'as personne du même genre que toi, tu te sens seul parce que tu es entouré d'hétérosexuels ou autres. Un gros problème dans notre société, c'est le manque d'empathie. Au-delà de la solitude, si on faisait preuve de plus d'empathie, on pourrait régler beaucoup de problèmes. Merci à eux pour ces témoignages. On va pouvoir en parler justement avec Huguette Salomon. Vous êtes une femme d'action, vous les connaissez, ces jeunes, vous travaillez avec eux. Vous êtes spécialiste en psychopathologie clinique de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez été enseignante auprès de jeunes en difficulté d'apprentissage. En qualité de psychologue, vous avez donné beaucoup de votre temps à la formation d'enseignants du premier degré aussi pour accompagner ces jeunes. Depuis pas mal d'années, vous êtes engagé dans le programme d'action attentif aux autres mené par Astrée, dont vous êtes la bénévole. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour apporter votre regard de terrain au quotidien et puis j'espère une forme d'espérance aussi. Mon intervention est essentiellement un témoignage de terrain. Je vais vous présenter et développer l'action collège soutenue par Astrée et dont le programme spécifique au collège se nomme « Attentif aux autres ».
Alors, avant d'entrer dans la philosophie de ce programme, je vais vous transmettre quelques éléments de l'historique de cette action. En fait, ce programme est une réponse à une demande d'une principale de collège dans la région du Nord. Cette principale a été confrontée à une tragédie dans son établissement. Et elle était convaincue, cette femme-là, qui était ouverte, pleine d'énergie, elle était convaincue que les jeunes pouvaient jouer un rôle actif au sein du collège, à côté des adultes. Et il s'agissait pour elle de mettre en place un projet où l'adolescent serait un acteur de la prévention de ses camarades. Cette principale connaissait Astrée. Elle s'est tournée vers l'association et une collaboration a pu démarrer. En 2013, le projet voit le jour. Il est le résultat du travail et de la réflexion de deux personnes. Je nommerai Djeloul Belbachir, ex-délégué d'Astrée, et Mario Normand, administrateur et bénévole pilote de l'antenne de Lyon. Alors, ce programme-là a été modélisé et s'est développé dans les collèges de la région Rhône-Alpes. Et ensuite, il a été exporté en direction des antennes de l'association. Bon, nous avons fait évoluer ce programme, cette première édition, et en 2016, on a eu envie de l'évaluer et on a eu envie de le moderniser, du moins par ses supports d'animation. On est allé plus vers la vidéo, le film et le diaporama. Et à la base de cette rénovation, on retrouve encore Djeloul Belbachir, qui s'est associé à son équipe parisienne, et aussi à Djeloul Belbachir de son côté à Lyon. Ce format révisé, nous l'utilisons encore. Nous y avons fait un ajout concernant le harcèlement. On a inséré une vidéo et un moment un peu particulier d'échange à ce moment-là avec les collégiens. Quant à la... Ouais, mais je l'oublie. Johanna, je l'oublie. Je suis là pour vous, Yann. Merci. Bon, je suppose que vous m'entendez, hein, bon. Alors, quant à la philosophie de ce programme, il s'inscrit complètement dans la mission d'Astrée de lutte contre la solitude et contre l'isolement. Alors, nous savons tous que l'école, c'est un lieu de vie particulier. Nous savons que la majorité des élèves se portent plutôt bien, mais nous avons aussi affaire à certains adolescents qui traversent des situations difficiles, des situations qui deviennent des conflits relationnels. Nous savons aussi que certains collégiens transportent avec eux
leurs difficultés familiales et que ces difficultés-là peuvent générer du repli sur soi, de la violence et aussi du décrochage scolaire. Pour prévenir ces phénomènes, Astrée souhaite partager ses outils et ses savoir-faire avec les collégiens qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts à aider les autres, qui sont prêts à faire un petit bout de chemin avec celui qui passe par un sale moment. Alors, ces élèves volontaires, chez Astrée, on les nomme bienveilleurs. Ce sont des adolescents qui sont sensibles au bien-être des autres, qui ont envie de s'engager et qui souhaitent collaborer avec les adultes pour que le climat scolaire soit plus serein, plus pacifié. Et nous savons que par leur proximité, ils sont plus aisés de déceler de la solitude ou de l'isolement chez leurs camarades. Et ces bienveilleurs, quand ils offrent leur aide, cette aide est plus facilement acceptée, du moins en première intention. Alors, ce programme attentif aux autres, quelle est son architecture? Alors, nous nous adressons principalement à des élèves de 4e que nous sensibilisons, que nous formons et qui sont prêts, une fois en 3e, à devenir des élèves bienveilleurs. Mais il se trouve que certains chefs d'établissement préfèrent utiliser un autre format. Ils nous demandent de sensibiliser et former ces collégiens le plus tôt possible dans l'année scolaire, de façon à ce qu'ils puissent intervenir et faire leur mission dès la 4e et la poursuivre ensuite en 3e. On laisse le choix au chef d'établissement de choisir son format. Donc, nous intervenons en classe entière et nous proposons des ateliers interactifs, participatifs. Il se trouve que lorsque nous intervenons, l'enseignant est présent. Alors, cet enseignant, du coup, il prend connaissance des fondamentaux de notre action, mais surtout, il est là présent, il entend les réactions de ses élèves, il entend leurs préoccupations, il entend toutes ces interrogations et cette écoute-là particulière vient parfois changer le regard de l'enseignant. La plupart du temps, je dois dire, c'est un changement plutôt positif, un changement de regard qui étonne l'enseignant. Alors, une fois qu'un accord est fait entre Astrée et l'établissement scolaire, il y a une convention qui est signée, qui engage les deux parties, et le programme peut démarrer. Dans ce programme-là,
il y a un premier atelier. Chaque atelier dure 2 heures. Hein. Ce premier atelier dure donc 2 heures et c'est une sensibilisation à l'écoute et à l'attention aux autres. On va aussi, durant tout cet atelier, développer la culture de l'empathie et on va aussi développer le changement de regard. On espère un regard plus compréhensif, plus positif. Alors, ce premier atelier, de quoi se compose-t-il ? Nous proposons aux élèves de regarder un petit film qui est interprété par des comédiens de métier, qui dure 5-6 minutes et qui s'appelle Alice. À la suite de ce film, nous allons échanger avec les collégiens sur les signes de mal-être qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont pu percevoir. Et on va aussi à un moment se décaler de ce film et se poser la question des signes de mal-être de tous ceux qui nous entourent au collège. Une fois ce travail de repérage fait, on va être amené à se poser une question. Maintenant que je sais repérer celui qui ne va pas si bien que ça, comment je vais faire pour entrer en relation? Comment je vais prendre contact avec lui? Qu'est-ce que je vais donc faire? Et à ce moment-là, nous proposons aux collégiens de regarder 6 petites vidéos, cette fois-ci interprétées par des collégiens de leur âge. Et ces petites vidéos nous montrent des postures d'aide, des postures que nous avons fréquemment dans la vie de tous les jours, qui peuvent être de l'ordre de conseiller, de soutenir, de consoler, de questionner. Et ce sont des attitudes qui ne sont pas toujours efficaces et adaptées, et nous arrivons tout doucement vers la posture d'écoute active, d'écoute empathique. Au cours de cette sensibilisation, il est sûr qu'on est en train de transmettre un savoir-faire. Et nous insistons aussi sur savoir identifier une situation de danger. Parce qu'une situation de danger, elle ne peut pas être accompagnée par un collégien. Il va falloir qu'il puisse relayer son accompagnement vers un adulte de l'établissement. Alors, à la fin de ce premier atelier, nous faisons un appel à candidature, à savoir quels sont les élèves qui viennent d'être sensibilisés et qui auraient envie de s'engager pour devenir des bienveilleurs. Voilà, c'est toujours un moment un peu particulier. Ils n'osent pas, dans un premier temps, s'inscrire sur une liste. On les met à l'aise, on leur dit qu'ils peuvent prendre un temps de réflexion et aller voir leur prof principal ou la CPE et s'inscrire ultérieurement. Une fois qu'on a un groupe de bienveilleurs, on va pouvoir proposer le deuxième atelier qui dure encore 2 heures et qui est un atelier de formation
un atelier au cours duquel on va approfondir la notion d'écoute. Et puis aussi, on va pratiquer. Là, c'est un atelier de pratique. On va leur proposer des mises en situation, on va leur proposer des jeux de rôle. Et à la fin de ces jeux de rôle, on va ensemble échanger sur comment ça s'est passé, est-ce que c'était facile, difficile, voilà. Alors, on va peut-être, parce que je suis certain qu'il y a des questions dans la salle justement sur votre démarche qui vient recouper ce qui a été dit précédemment. On sent bien que tout est basé beaucoup sur la rencontre. Vous l'évoquiez, professeur, tout à l'heure, dans une société très communicante et peu rencontrante. C'est pas naturel de se rencontrer aujourd'hui, ou c'est plus naturel de se rencontrer? Est-ce que c'est naturel? Alors, si vous me posez la question oui. concernant les collégiens, pour eux, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci. En apparence ou réellement? Pardon? En apparence ou réellement? Réellement, parce que ils ont envie de le faire. Alors, parfois, ils évoquent de la timidité, où je ne vais pas avoir le temps, mais il y a de l'envie. Il y a envie de s'engager. Je ne dis pas qu'elle est majoritaire, mais il y en a. Oui, Johanna. Je rebondis sur ce sujet parce qu'il y a des données intéressantes. Il se trouve qu'en 2004, le gouvernement a mis en place la maison des ados. Donc il y a à peu près normalement une maison des ados par département. Et j'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec une directrice de maison des ados qui me disait que, et ça rejoint un peu d'ailleurs l'atelier sur les lieux, est-ce qu'on ose s'approprier certains lieux ou pas, ce que disait cette directrice, c'est que parmi les jeunes qui le suivent et qui du coup on rencontre quand même des difficultés, ils ne savent pas bien comment faire. Ils ont envie, mais ils ne savent plus bien comment faire. Et pour peu que, je suis désolée de revenir avec mon antienne sur le confinement, mais pour peu qu'il y ait eu des ateliers de loisirs qui aient été supprimés, mais ils ont perdu cette capacité à savoir comment reconnecter et comment reprendre le lien. Et l'école, malgré tout, est aussi un lieu de normes sociales, surtout à l'adolescence. Donc bref, il y en a qui ont du mal à gérer ça. Oui, professeur, là-dessus? Oui, moi, ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est l'accent qui est mis sur des ateliers pour que les gens aient des activités, fassent des choses. Et je pense que c'est une idée qu'il faudrait généraliser et pas simplement le faire dans des classes de quatrième. Je voudrais rebondir sur la dernière phrase que prononce l'élève en disant qu'on manque d'empathie. Je pense que le diagnostic est faux. C'est pas ça qui engendre le problème de la solitude. Il n'y a jamais eu autant d'empathie dans une autre civilisation. Et pourtant, les gens n'avaient pas le sentiment de la solitude. Les gens, regardez, il y a des millions de gens qui participent à des associations, il y a des bénévoles, il y a l'écoute des minorités. Il n'y en a sans doute pas assez d'empathie. Mais dire qu'on est une société qui est marquée par l'absence d'empathie, je crois que ce n'est pas vrai. Deuxième remarque, le travail que vous faites est tout à fait remarquable et il faut le poursuivre. Simplement, la question de la solitude, elle ne se limite pas évidemment aux jeunes. Et je pense qu'une bonne manière pour combattre la solitude, c'est de reconstituer des lieux où justement on fait des choses. Et dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'on communique et on se sent moins seul quand on est avec des gens avec lesquels on est en accord. On fait des choses ensemble. On fait de la danse, de la cuisine, du jardinage, peu importe quoi. Mais du coup, là, on peut se faire des amis en particulier. Parce qu'on communique sur une base qui est commune. Je pense que c'est un phénomène fondamental. Est-ce que nous avons on des ne questions? reconstituera pas
une collectivité unifiée. Je pense qu'il faut accepter que la société est fragmentée avec des goûts extrêmement divers. Mais c'est en travaillant là-dessus, en rebondissant là-dessus, en permettant par des ateliers en tout genre, ça va de la danse à la photographie, du théâtre à la musique ou au jardinage, que du coup, alors, on a un sentiment de partager des choses avec d'autres. Mais pour ça, c'est pas la peine de dire que du coup les gens seraient devenus le cœur sec, etc. On ne se met pas à la place des autres. Peut-être, mais c'est pas avec ça qu'on peut vaincre. Il faut que les gens puissent avoir l'estime d'eux-mêmes en étant en accord avec les autres. Et pour ça, il faut, en effet, ce que vous faites, développer dans les municipalités une politique d'atelier. Une politique d'atelier qui permettrait à la fois de combiner lien social et en même temps individualisation des goûts. C'est les deux jambes, on a bien compris, les deux jambes sur lesquelles il faut marcher. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, j'allais dire que ce qui est partagé dans les ateliers avec les collégiens, c'est quelque chose de bien particulier. C'est la solitude, c'est le mal-être. C'est quelque chose de très particulier. Les enseignants, vous les connaissez aussi bien puisque vous êtes amenés à travailler avec eux, à les former. Est-ce qu'ils sont suffisamment préparés à ça? Pas vraiment, non. C'est une difficulté pour eux? Oui. C'est compliqué pour eux d'aborder ces thèmes-là avec les élèves. Ils préfèrent, et on peut le comprendre, se retrancher derrière la transmission du savoir. C'est plus simple. Est-ce que du côté de la salle, après ces 3 témoignages, oui, madame, je vous en prie. Oui. Bien sûr. Salomon, vous disiez tout à l'heure que ce programme va être un peu ouvert à d'autres... Je voudrais que vous précisiez comment. Vous venez de dire, monsieur, que les municipalités devraient s'en saisir. Moi, je pense que c'est l'éducation nationale qui devrait s'en saisir. Qu'est-ce que vous avez siégé au Conseil national du... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne réponds pas à ça. C'est pas exclusif, bien entendu. Simplement, je voulais dire que l'école ou l'État central, c'est pas suffisant. Il faut se rapprocher des gens. Il faut se rapprocher des gens. Et c'est votre mérite là, aux associations. Vous êtes en contact avec ce genre. L'école, comme vous le savez, on disait autrefois, c'est une expression qui avait fait beaucoup le mammouth, c'est lourd à faire bouger. Il y a les corporations, il y a les syndicats, c'est très compliqué. En ce qui me concerne, je pense que l'école aurait intérêt à faire entrer dans l'école justement des gens plus adaptés, qui ne sont pas forcément des enseignants. Par exemple, des artistes, qui, eux, sont capables d'ouvrir à l'empathie sans faire des cours, mais par une pratique théâtrale, par exemple, fait sentir ces choses-là, sans avoir besoin de cours d'éducation à l'écoute d'autrui, au respect, à la philanthropie. C'est abstrait, ça. Pour des jeunes, comme pour des adultes, d'ailleurs. Il y a d'autres manières de recréer du lien, notamment en faisant des choses. En faisant des choses que l'on aime, et non pas qu'on nous impose de l'extérieur. Johanna, lorsque vous faites théâtre, Couvreur, je crois, veut réagir à vos propos. Elle est a priori. C'est juste pour apporter un petit complément par rapport à ce que vous disiez. Le gouvernement a mis en place, et sous l'égide de Santé publique France, le développement des compétences psychosociales. Donc je pense que c'est un programme qui est en train de se développer, qui à mon avis
est complètement complémentaire de ce que vous faites. Et par ailleurs, pour répondre à votre question, madame, sur les autres et les autres acteurs, alors, pourquoi pas nous? Pareil, alors j'ai toujours un prisme un peu santé mentale, psychiatrie, vous m'en excuserez, mais dans le cadre d'une feuille de route santé mentale et psychiatrie, il y a les premiers secours en santé mentale qui ont été très largement promus. L'idée, c'est, de la même manière, si vous voyez quelqu'un se casser la figure devant vous dans la rue, tout de suite, tout le monde va se précipiter pour s'assurer que la personne va bien et voir s'il faut appeler les secours. Mais on est très démunis face au retrait social de quelqu'un ou une forme de mal-être. Et ce programme a pour vocation à faire en sorte que chaque citoyen, ce qui pourrait paraître un peu bête, on pourrait se dire que naturellement on aurait les réflexes, mais dans les faits ça n'est pas le cas, et que chaque citoyen soit aussi en capacité, c'est un peu ce que disait Huguette pour les jeunes, c'est une fois que vous avez repéré la difficulté, et alors comment vous faites, comment vous engagez le dialogue. Et donc ce programme a cette vocation-là. Donc je crois qu'ils l'ont diffusé pas mal au ministère, enfin au sein de la gendarmerie par exemple, donc il commence à se diffuser. Je crois on peut prendre une dernière question parce qu'il va pas. Ah là là. Alors, j'en ai une au fond. Oui, bonjour. Alors, question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît. Oui, c'est plus du coup une remarque, du coup un complément par rapport à ce qui a été dit. Donc, je suis Nathalie Roudot de Nightline France. Du coup, je suis très contente que Johanna ait pu faire le pont entre les sujets de l'isolement, le lien social et la santé mentale. Donc, l'objectif de notre association, c'est d'améliorer la santé mentale des étudiants en particulier et des jeunes en général. Et du coup, par rapport à ce qui a été dit, je voulais faire juste une petite remarque sur la notion des lieux qui ont beaucoup été évoqués aujourd'hui et qui sont effectivement extrêmement importants pour créer du lien, évidemment. Dans le cadre d'un certain nombre de nos actions, on a par exemple, nous, une ligne d'écoute nocturne qui est dédiée du coup, à des jeunes qui ont besoin de parler, envie de parler. En l'occurrence, nous, on est sur un créneau d'ouverture de nuit. Et c'est aussi un espace au sein duquel on reçoit beaucoup d'appels de jeunes et d'étudiants qui se sentent seuls. On peut donner le numéro ? Alors, c'est des numéros par région. Du coup, vous pouvez aller sur notre site internet, du coup, et c'est Contacter ma Nightline. Donc, on a des ancrages régionaux. Et donc, vous pouvez effectivement, les étudiants peuvent nous joindre. Le site, peut-être on donne l'adresse du site ? C'est nightline.fr. Très bien. Voilà, très simple. Et je précise, parce que nous, on est spécialisé pour la ligne d'écoute sur un public étudiant, qu'il existe d'autres lignes d'écoute qui sont aussi du coup complémentaires dans la démarche d'approche et de lien. On a évoqué un petit peu la notion de tabou, la notion d'auto-frein. Et en fait, il y a beaucoup de censure individuelle. Et donc, avant même de pénétrer dans un lieu de sociabilisation, on peut passer par une ligne d'écoute. Et nous, on a beaucoup d'appelants qui ont cette problématique de la solitude, de l'isolement ou de ne pas savoir comment s'en sortir, alors même qu'ils sont à un âge et à un moment où, en principe, on a un tissu social du coup, qui devrait pouvoir être riche, et en tout cas qui est en train de se construire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais être obligé de vous interrompre parce que je suis désolé, parce que je vais devoir rendre l'antenne, parce que j'ai Maya qui me fait signe, puisqu'effectivement, on a quelques contraintes techniques. Rapidement, oui. Rapidement, moi, je n'ai pas fini de vous présenter le programme. Alors, voilà, il va falloir une autre table ronde. J'ai pas beaucoup de temps là. Non, on a terminé, hélas. Eh ben, on a terminé, hélas. Et ça passe très vite, 1h10 en fait. Attendez 2 secondes, je vais me défendre. L'essentiel était à venir. Je ne vous ai présenté que 2 ateliers du programme, mais la 3e partie de ce programme, c'est le suivi des bienveilleurs. Une fois que ces bienveilleurs commencent leur mission, Astrée revient dans chaque établissement toutes les 6 semaines pour écouter ces adolescents dans leurs actions et répondre à leurs interrogations. Voilà. Et j'avais encore des choses intéressantes à dire. Je m'en doute, et je sais que dans la salle... Je regrette de ne pas avoir eu le temps nécessaire, parce que du coup, ma présentation est tronquée. Aïe. Et voilà. Bon. Et je suis déçue. Merci, en tout cas, merci à vous 3.